Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être brutalement assassiné et démembré, puis abandonné dans des sacs poubelles dans un parc? Luc Lahaye semblait mener une vie tranquille et ordinaire, sans ennemis apparents. Mais au Rouge Cloître, la paix quotidienne s'est transformée en horreur. Qui pourrait être capable d'une telle atrocité? Et pourquoi? Mais avant de continuer, je vous demande gentiment de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et d'activer la cloche des notifications. Et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Cela est important pour nous. Maintenant, prêtez bien attention à cette affaire. Allons-y. C'était un matin froid de mars 2009, quand le silence du parc Rouge Cloître, à Bruxelles, fut interrompu par une scène troublante. Le bois, normalement visité par des familles, des coureurs et des cyclistes en quête de tranquillité, allait devenir ce jour-là le théâtre d'un des crimes les plus brutaux jamais enregistrés en Belgique. Deux promeneurs, habitués à parcourir le même sentier, remarquèrent en quelque chose d'inhabituel près d'une clairière. Des sacs poubelles noirs étaient disposés de manière irrégulière, certains partiellement déchirés, dégageant une odeur forte et insupportable. Au début, ils imaginèrent qu'il s'agissait simplement d'un autre cas de dépôt sauvage, malheureusement courant dans certaines zones vertes. Mais en s'approchant, ils réalisèrent que quelque chose de bien plus sinistre s'y cachait. Le premier sac était mal fermé et de l'intérieur s'échappait un tissu d'une couleur étrange. L'un des hommes, pris par la curiosité et le malaise, tira le bord en plastique de quelques centimètres seulement. Ce qu'il vit le fit reculer immédiatement. Ce n'étaient pas des ordures ménagères, ni des restes d'animaux. À l'intérieur, il y avait quelque chose qui semblait clairement humain. La peau pâle, les contours reconnaissables d'un membre, c'était un bras. Terrifiés, les promeneurs appelèrent la police, qui isola rapidement la zone. Peu de temps après, les enquêteurs et les experts de la police scientifique étaient déjà sur les lieux, examinant soigneusement chaque sac. Au total, plusieurs paquets furent trouvés éparpillés dans le bois, chacun contenant des parties d'un corps humain. L'horreur grandissait à mesure que les équipes découvraient l'étendue du crime. La victime n'avait pas seulement été tuée, mais aussi cruellement démembrée. La scène rappelait un film d'horreur, mais elle était douloureusement réelle. Les journalistes commencèrent à affluer, et la nouvelle de la découverte se répandit rapidement dans les environs. Les habitants d'Oderghem, le district où se trouve le parc, étaient en état de choc. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un lieu si calme et familier puisse cacher un crime aussi macabre. Dans les jours qui suivirent, la priorité des enquêteurs fut d'identifier la victime. Grâce aux empreintes digitales et à l'analyse ADN, la confirmation ne tarda pas à arriver. Il s'agissait de Luc Lahaye, un ingénieur respecté, un homme connu pour sa vie tranquille et son dévouement à sa famille. Pour ses amis et ses voisins, il était impensable que quelqu'un ait pu souhaiter sa mort, encore moins d'une manière aussi brutale. La découverte souleva plus de questions que de réponses. Qui aurait pu planifier quelque chose d'aussi froid? Quelle pouvait être la motivation derrière une telle violence? Et surtout, comment quelqu'un avait-il réussi à transporter et à disperser des parties d'un corps humain dans un parc sans être vu? À cet instant, Bruxelles tout entière plongea dans un mystère inquiétant. L'affaire dépassa rapidement les frontières, faisant la une des journaux internationaux. Le nom de Luc Lahaye, jusqu'alors simple citoyen ordinaire, fut désormais associé à la victime d'un crime qui allait choquer non seulement la Belgique, mais toute l'Europe. Et tandis que la police intensifiait ses enquêtes, une question résonnait parmi les membres de la famille, les voisins et l'opinion publique. Qui aurait pu commettre une telle atrocité? Le choc initial de la découverte du corps en morceaux au Rouge Cloître laissa bientôt place à une vague de questions sur la victime. Qui était cet homme dont le destin s'était achevé de manière si brutale? Peu à peu, l'identité fut confirmée. Il s'agissait de Luc Lahaye. Mais son nom, pour beaucoup, ne disait pas grand-chose. Et c'est précisément pour cela que la curiosité grandit. Après tout, comprendre qui était la victime était essentiel pour tenter de répondre à la grande question. Pourquoi quelqu'un aurait-il eu intérêt à le tuer de cette manière? Luc était décrit comme un homme ordinaire, d'une trentaine d'années, qui menait une vie discrète à Bruxelles. Il ne faisait pas partie de l'élite politique, n'était ni une célébrité, ni une figure publique controversée. Il occupait des postes modestes, ce qui ne le plaçait pas dans une position de premier plan ou de risque évident. Pour ses amis et connaissances, Luc était un homme réservé, peu bavard, mais gentil. Il aimait se promener, appréciait les moments de tranquillité et semblait être quelqu'un de très éloigné de toute situation dangereuse. Cette image initiale, celle d'un homme sans ennemi apparent, ne faisait que rendre l'affaire plus énigmatique. Cependant,
Les enquêtes commencèrent à révéler des nuances de sa personnalité et de sa vie personnelle qui pourraient éclairer le mystère. Des rumeurs disaient que Luc traversait une période difficile, avec des problèmes financiers et même quelques soucis dans ses relations. Certains collègues rapportèrent qu'il semblait plus renfermé ces dernières semaines, avec un air constamment préoccupé. D'autres, cependant, assuraient qu'il n'avait pas de dettes sérieuses, ni n'était impliqué dans des activités illicites. Cette divergence de versions souleva des doutes encore plus grands. Luc cachait-il quelque chose à son entourage? Sa vie était-elle plus complexe qu'elle n'y paraissait à première vue? La police commença à reconstituer ses derniers jours, essayant de comprendre ses habitudes, ses déplacements, et surtout, avec qui il était en contact. Un détail qui attira l'attention était le fait que Luc laissait peu de traces. Il n'était pas très actif sur les réseaux sociaux, n'avait pas un grand cercle d'amis et semblait attaché de l'importance à la discrétion. Cette absence d'informations concrètes, cependant, rendait encore plus difficile la cartographie de ses relations et de ses ennemis potentiels. La grande question commençait à se dessiner. Si Luc était un homme apparemment si paisible, qu'est-ce qui aurait pu faire de lui la victime d'une exécution aussi cruelle et calculée? Pendant que les médias explorèrent son profil, le décrivant comme un homme invisible dans la société, l'enquête continuait de chercher des indices de conflits personnels ou professionnels. Ses amis les plus proches furent interrogés. Certains affirmèrent que Luc avait une relation difficile avec sa famille, marquée par des éloignements et de vieilles disputes. D'autres suggérèrent qu'il aurait pu s'impliquer dans quelque chose qu'il n'avait partagé avec personne. Cependant, aucune de ces hypothèses ne se consolidait, et le silence autour de la vie de Luc LaHaye semblait faire écho au mystère qui entourait sa mort. C'était comme si son identité, tout comme son corps, avait été brisée, rendant difficile la construction d'un portrait cohérent de qui il était vraiment. Le vide laissé par ces incertitudes créait une sensation inquiétante. Si l'on ne connaissait pas entièrement la victime, comment serait-il possible de trouver le coupable? À chaque réponse vague, de nouvelles questions surgissaient, et la figure de Luc LaHaye se transformait en une énigme aussi troublante que la scène macabre dans le parc. L'enquête prend de l'ampleur. L'identité de Luc LaHaye étant confirmée, la police belge intensifia ses efforts. La brutalité du crime ne permettait aucun retard. Retrouver l'auteur était devenu une question d'honneur et de sécurité publique. L'affaire faisait grand bruit dans les médias, et la pression sur les enquêteurs augmentait de jour en jour. Les autorités savaient qu'elles devaient assembler un puzzle complexe qui aurait eu les motifs, les moyens et le sang-froid pour tuer Luc, le démembrer et abandonner ses restes dans un parc fréquenté par des familles et des coureurs. La première étape fut d'analyser la scène de crime. Les sacs poubelles trouvés au rouge cloître n'avaient pas été laissés là par hasard. La manière dont ils étaient distribués suggérait un calcul. Ils n'étaient pas enterrés, mais ils n'étaient pas non plus immédiatement visibles. Cela indiquait que l'auteur connaissait la zone et pensait que l'endroit isolé lui donnerait suffisamment de temps pour se débarrasser du corps sans être découvert. Les enquêteurs prélevèrent des échantillons de sol, de fibres et d'autres traces. De petits détails pourraient révéler si les sacs avaient été transportés en voiture, s'il y avait eu un déplacement à pied ou même s'il y avait des marques de traînée. Parallèlement, les policiers se plongèrent dans la vie de Luc. Ils épluchèrent les relevés téléphoniques, les extraits de comptes bancaires et les réseaux de contacts. Toute anomalie pouvait servir d'indice. Un numéro inconnu, un retrait inhabituel, un rendez-vous noté et non enregistré, tout était examiné à la loupe. Pourtant, les premières semaines n'apportèrent aucune révélation significative. Ce qui augmentait la frustration de l'équipe était l'absence de témoins. Personne ne semblait avoir vu Luc dans les jours précédant le crime. Personne n'avait remarqué de mouvements étranges dans le parc. C'était comme si l'affaire était enveloppée d'un silence absolu. Néanmoins, certaines hypothèses commencèrent à prendre forme. La violence du crime indiquait quelque chose de plus qu'un simple homicide. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer Luc, mais de détruire son identité. Démembrer une victime demande du temps, du sang-froid et souvent une motivation symbolique. Pour certains enquêteurs, cela pointait vers un crime passionnel ou un message de vengeance. Pour d'autres, cela pouvait être un moyen de compliquer l'identification et par conséquent l'enquête. Pendant ce temps, l'opinion publique était en ébullition. Les gros titres affichaient les mots « crime barbare »,« corps en morceaux » et « assassinat mystérieux ». Les émissions de télévision invitaient des experts en criminologie pour analyser l'affaire. La population, effrayée, exigeait des réponses. Était-ce l'œuvre d'un tueur en série, un règlement de compte,
ou un acte isolé de haine personnelle. La police dut également faire face à de fausses pistes et à des rumeurs. Certains disaient que Luc avait été vu en compagnie de personnes suspectes. D'autres affirmaient qu'il avait des dettes auprès de gens dangereux. Aucune de ces informations ne se confirma, mais chacune exigeait du temps de vérification, détournant des ressources de l'enquête principale. Malgré les difficultés, quelques éléments commencèrent à émerger. Parmi les rares contacts réguliers de Luc, il y avait des noms qui attirèrent l'attention. Des personnes qui, dans leur déposition, montraient des contradictions. Des amitiés qui, à première vue, semblaient banales, mais qui cachaient des tensions et des ressentiments. C'était le début d'un nouveau fil conducteur, comprendre non seulement qui était Luc LaHaye, mais aussi qui gravitait dans sa vie. Après tout, la clé du crime pourrait se trouver précisément dans les relations apparemment insignifiantes qu'il entretenait. L'enquête entrait donc dans une nouvelle phase. Le parc avait fourni la scène de l'horreur, mais les réponses, croyaient les enquêteurs, se trouvaient dans les liens invisibles de la victime. À chaque nouvelle déposition, à chaque nouvelle contradiction, le sentiment que quelqu'un essayait de cacher la vérité grandissait. Et ainsi, au milieu des frustrations et des découvertes partielles, l'enquête prenait de l'ampleur. Mais à chaque pas, il devenait clair qu'élucider le meurtre de Luc LaHaye ne serait ni une tâche rapide, ni simple. Des suspects en vue. Alors que l'enquête progressait, les enquêteurs commencèrent enfin à voir des contours plus définis se dessiner autour de l'affaire. Jusque-là, tout semblait être un enchevêtrement d'ombres. Un homme apparemment ordinaire, tué de manière brutale, sans témoins ni pistes évidentes. Mais en approfondissant les relations de Luc LaHaye, des noms émergèrent qui éveillèrent l'attention de la police. Des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, auraient pu avoir un motif, même caché, pour souhaiter sa mort. Le premier groupe analysé fut le cercle le plus proche de Luc. Des amis de longue date, des collègues de travail, des voisins. Lors de ce premier tri, certains détails éveillèrent la méfiance. Un collègue rapporta que Luc avait eu une dispute récente à son travail. L'altercation, apparemment banale, tournait autour de tâches et de responsabilités, mais elle laissa des traces. Luc semblait irrité, et le collègue en question était évasif lorsqu'il fut interrogé. Rien qui ne prouve un lien direct avec le crime, mais assez pour le mettre sur la liste des personnes à surveiller. Ensuite vinrent les relations affectives. Luc n'était pas un homme à nombreuses conquêtes, mais il avait un historique de romances courtes, dont certaines tumultueuses. Une ex-petite amie fut convoquée pour témoigner. Elle raconta que des mois auparavant, ils avaient rompu brusquement après une série de disputes. Bien qu'elle niât tout ressentiment, le ton de sa voix semblait amer. Pour les enquêteurs, la possibilité d'un crime passionnel commençait à gagner du terrain. Après tout, la violence du meurtre semblait porter une dose de haine et d'émotion. Parallèlement, la police analysait un autre angle, le financier. Bien que Luc n'ait pas un train de vie luxueux, des rumeurs disaient qu'il rencontrait des difficultés. De petits emprunts, des retards de paiement et des conversations énigmatiques suggéraient qu'il aurait pu s'impliquer avec les mauvaises personnes. Lorsque les extraits de comptes bancaires furent examinés, des transactions suspectes apparurent, des dépôts en espèces d'origine inconnue, suivis de retraits rapides. Cela souleva une hypothèse sombre. Luc se serait-il impliqué dans des affaires illicites ou dans une sorte d'accord dangereux? Parmi les témoignages, un nom commença à se répéter. Une connaissance de Luc, décrite comme un homme au tempérament fort, avait été vue en sa compagnie des semaines avant sa disparition. Des témoins affirmèrent que les deux hommes discutaient d'un ton élevé dans un bar local. Interrogé, le suspect minimisa l'épisode, disant que ce n'était qu'une divergence triviale. Mais sa froideur et l'incohérence de ses déclarations attirèrent l'attention des enquêteurs. À chaque piste, la police dressait un tableau de suspects potentiels. Il n'y avait pas de preuves concrètes contre qui que ce soit, mais les fils commençaient à s'entremêler. Un collègue de travail plein de ressentiment, une ex-petite amie blessée, une connaissance impliquée dans des discussions tendues et, peut-être, des créanciers réclamant des dettes impayées. Le cercle de l'enquête s'élargissait, mais il manquait encore la pièce principale, un lien direct entre l'un de ces suspects et le crime. Les médias, de leur côté, suivaient chaque nouveau détail avec avidité. Les gros titres suggéraient des théories, des noms apparaissaient dans des rumeurs, et la pression sur la police augmentait. Le public voulait des réponses immédiates, mais les enquêteurs savaient que la précipitation pouvait compromettre la précision. Néanmoins, chaque suspect était traité comme une pièce essentielle du puzzle. Au milieu de ce scénario, une perception dérangeante émergeait. Quiconque avait commis le crime connaissait Luc plus qu'on ne l'imaginait.
Il ne s'agissait pas d'une attaque aléatoire. La cruauté de l'exécution indiquait une motivation intime, quelque chose qui dépassait le hasard. C'était quelqu'un qui avait voulu non seulement tuer, mais anéantir sa présence. Et ainsi, tandis que les noms des suspects résonnaient dans les couloirs du commissariat et dans les pages des journaux, une question persistait. Parmi ceux qui s'étaient approchés de Luc de son vivant, qui portait dans ses mains le poids d'une haine suffisante pour faire de lui la victime d'un des crimes les plus brutaux jamais vus à Bruxelles, théories et rumeurs. Alors que les jours passaient sans réponse concrète, le vide laissé par l'enquête officielle fut rapidement comblé par des théories, des commérages et des spéculations. La presse, avide de maintenir l'affaire en vie dans les gros titres, commença à nourrir le public d'hypothèses de plus en plus audacieuses. Et, comme dans de nombreux crimes à grand retentissement, l'opinion publique se divisa entre explications rationnelles et interprétations presque conspirationnistes. L'une des premières théories à prendre de l'ampleur fut celle du crime passionnel. Pour beaucoup, la brutalité de l'acte ne pouvait s'expliquer que par une haine intime, née d'une relation marquée par des conflits et des ressentiments. Les journaux exploitèrent la figure de l'ex-petite amie de Luc Lahaye, suggérant qu'elle aurait pu se sentir trahie ou humiliée, même s'il n'y avait aucune preuve de sa participation. Les gros titres insinuaient qu'elle avait le motif et l'émotion suffisants pour alimenter la fureur qui avait abouti à un crime aussi odieux. Le simple fait de nier tout ressentiment dans les interviews, paradoxalement, fut considéré comme suspect par une partie du public. Une autre hypothèse qui circulait était celle d'un règlement de comptes financiers. Les mouvements bancaires de Luc, avec des dépôts et des retraits irréguliers, enflammèrent l'imagination de beaucoup. Était-il un intermédiaire dans des affaires obscures? Était-il impliqué dans des dettes avec des personnes dangereuses? Cette théorie gagna du terrain, surtout après que des experts en criminologie eurent souligné que la manière dont le corps avait été démembré pouvait indiquer une sorte d'avertissement ou de message typique des crimes liés à la pègre. Mais la plus intrigante des hypothèses était peut-être celle qui liait l'affaire à un possible tueur en série. La cruauté du meurtre, l'abandon du corps dans des sacs poubelles et l'absence apparente de mobile clair poussèrent certains à comparer le crime de Luc Lahaye à d'autres affaires classées. Des émissions de télévision explorèrent l'idée que Bruxelles pourrait être confrontée à un criminel récurrent, quelqu'un qui aurait déjà fait des victimes et qui pourrait frapper à nouveau. Bien que la police ne confirmât aucun lien, la rumeur fut suffisante pour générer la panique et la méfiance parmi les habitants. Les réseaux sociaux amplifièrent toutes ces versions. Les forums de discussion et les groupes dédiés aux crimes réels bouillonnèrent de messages. Certains utilisateurs assuraient avoir des informations privilégiées, d'autres disaient avoir vu Luc dans des endroits suspects avant sa disparition. Même des théories du complot émergèrent. Certains croyaient que Luc Lahaye aurait découvert quelque chose de trop gros et qu'il avait été réduit au silence par des personnes influentes. Pendant ce temps, les criminologues invités par les journaux et les émissions de télévision tentèrent d'offrir une vision plus technique. Ils expliquaient que le démembrement ne signifie pas toujours une haine personnelle, mais peut-être simplement une stratégie pour compliquer l'identification du corps. Ils soulignaient que sans preuve concrète, toute théorie n'était que spéculation. Néanmoins, leurs analyses, souvent déformées par les gros titres, finissaient par alimenter encore plus les rumeurs. Le poids de ces théories ne pesait pas seulement sur l'opinion publique. L'enquête policière elle-même souffrait de la pression. Chaque rumeur qui prenait de l'ampleur obligeait les enquêteurs à réexaminer des pistes déjà vérifiées pour écarter ou confirmer des soupçons. Cela consommait du temps et de l'énergie, retardant l'avancée sur d'autres lignes plus prometteuses. Au milieu de tant de voix et d'interprétations, un sentiment grandissait. La vérité était ensevelie sous des couches de bruit. Et pour la famille de Luc Lahaye, ce spectacle médiatique était un second cauchemar. Il ne suffisait pas de faire face à la douleur de la perte brutale. Ils devaient maintenant vivre avec l'exposition publique de leur intimité et avec les récits, souvent cruels, créés sur qui Luc avait vraiment été de son vivant. Ainsi, l'affaire devenait non seulement une enquête criminelle, mais aussi un phénomène social. Entre faits et rumeurs, entre analyses techniques et théories improbables, le mystère autour de la mort de Luc Lahaye grandissait, prenant des dimensions qui allaient bien au-delà des murs du commissariat. La famille au cœur de l'horreur. Au-delà du spectacle médiatique, il y avait une dimension silencieuse et dévastatrice du crime de Luc Lahaye, la douleur de sa famille. Tandis que les gros titres à sensation affichaient théories et rumeurs,
Tandis que les émissions de télévision reconstituaient le meurtre avec des experts débattant des possibilités, ceux qui connaissaient vraiment Luc devaient faire face non seulement à la perte brutale, mais aussi au poids des spéculations. Dès l'instant où ils reçurent la nouvelle officielle de sa mort, les parents et les frères et sœurs de Luc plongèrent dans un deuil indescriptible. Perdre quelqu'un est déjà douloureux. Perdre quelqu'un de manière si violente, transformée en manchette de journal, est une blessure ouverte qui refuse de cicatriser. Le père, un homme discret, ne parlait presque pas. Il restait assis pendant des heures, en silence, fixant la fenêtre, comme s'il cherchait une réponse à l'horizon. La mère, quant à elle, vivait entre des crises de larmes et des moments de révolte. Elle n'acceptait pas que l'image de son fils soit réduite à des rumeurs et des insinuations, et elle éteignait souvent la télévision, ou évitait d'ouvrir les journaux pour ne pas être confrontée à des récits cruels. Les frères et sœurs de Luc, plus jeunes, se sentaient partagés. Il y avait l'amour et le souvenir de l'homme qu'ils connaissaient, le frère tranquille et réservé, qui aimait les petites choses et semblait vivre loin de tout danger. Mais il y avait aussi le poids des nouvelles, qui dépeignaient Luc comme quelqu'un potentiellement impliqué dans des dettes, des bagarres et même des affaires obscures. Cette contradiction générait des conflits internes. Comment concilier la personne qu'ils aimaient avec la figure déformée que le public discutait? Avec le temps, la famille commença à être sollicitée par des journalistes en quête de déclarations. Des caméras se postèrent devant la maison, des microphones étaient tendus dans des moments de douleur. Certains journalistes insistaient avec des questions indiscrètes. Luc avait-il des ennemis? Était-il impliqué dans quelque chose de dangereux? Le simple fait de sortir acheter du pain devenait un test de résistance émotionnelle. À chaque coin de rue, il y avait quelqu'un prêt à commenter, à donner son avis ou même à remettre en question le caractère de Luc en se basant sur des spéculations. Ce harcèlement médiatique, cependant, n'était pas la seule douleur. La famille devait également faire face au processus formel d'identification du corps. Aucune mère n'est préparée à entendre qu'elle devra identifier les restes de son fils dans des sacs en plastique. Aucun père ne s'attend à devoir répondre à des questions détaillées sur des tatouages, des taches de naissance ou des cicatrices qui pourraient confirmer officiellement que ce corps démembré appartient à son propre sang. Ce fut un moment d'une brutalité émotionnelle qui les marqua tous à jamais. La police tenta de maintenir un contact étroit, informant les proches de l'avancement de l'enquête, mais les informations étaient limitées et souvent vagues. « Nous suivons de nouvelles pistes », disaient les officiers, sans plus de détails. Pour la famille, ce manque de clarté ressemblait à un abandon. Il y avait le sentiment que Luc avait été doublement oublié, d'abord par la cruauté de son assassin, ensuite par la lenteur de la justice. Les funérailles de Luc Lahaye, lorsqu'elles eurent enfin lieu, furent un moment de douleur collective. Amis, voisins et connaissances étaient présents, mais l'atmosphère était étrange. Au lieu de souvenirs sereins, il y avait des chuchotements, des regards curieux, des questions implicites. Certains osaient même commenter à voix basse les théories qui circulaient dans la presse, comme si l'enterrement était aussi une scène de spéculation. La mère de Luc, en larmes, alla jusqu'à demander le silence. « Il n'est pas une affaire, c'est mon fils. » Au sein de la famille, la tragédie créa des fissures. Il y avait ceux qui croyaient que Luc avait, en effet, des secrets qu'il n'avait jamais partagés. D'autres rejetaient cette possibilité avec véhémence, défendant sa mémoire à tout prix. Cette divergence créait des discussions douloureuses, comme si la quête de la vérité était aussi un combat interne entre le souvenir et la réalité. Au fil des mois, le poids émotionnel ne diminuait pas. Si pour certains crimes le temps apaise la douleur, dans le cas de Luc Lahaye, chaque nouvel article, chaque nouvelle rumeur rouvrait les blessures. C'était comme si sa mort n'avait jamais eu de fin. Le corps avait été démembré, mais le deuil l'était aussi, fragmenté, interrompu, impossible à vivre pleinement. Pour la famille, il restait l'espoir que la justice puisse, d'une manière ou d'une autre, restaurer une partie de la dignité perdue. Trouver le coupable ne ramènerait pas Luc, mais cela mettrait au moins fin à l'avalanche de spéculations. D'ici là, chaque nuit était marquée par la même question angoissante. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Et plus encore, pourquoi Luc? Dans le silence des murs de la maison d'enfance, la douleur résonnait. De vieilles photos montraient un garçon souriant, un adolescent timide, un adulte qui semblait toujours porter un monde intérieur. Maintenant, ces images étaient le seul contrepoint au portrait cruel construit par les médias. Pour la famille, maintenir en vie le véritable souvenir de Luc Lahaye devenait une forme de résistance contre l'oubli et contre la déformation. Tandis que la société discutait des théories et que la police suivait ses lents progrès,
Ceux qui l'aimaient portèrent le plus lourd fardeau, transformer l'absence en souvenir et lutter pour que la vie de Luc ne soit pas réduite uniquement à la brutalité de sa mort. La ligne fine entre vérité et spéculation. Alors que la famille de Luc Lahaye était encore plongée dans le deuil et la douleur, l'enquête faisait face à un défi tout aussi complexe, séparer les faits concrets des rumeurs qui se multipliaient chaque jour. La brutalité du crime, combinée au silence initial sur les suspects, avait ouvert la voie à des spéculations effrénées. Journalistes, experts en criminologie et même de simples curieux commencèrent à proposer des théories qui souvent n'avaient aucun fondement, mais se propageaient rapidement. Chaque nouvelle hypothèse devait être vérifiée par la police, mais la frontière entre vérité et rumeur rendait le travail extrêmement difficile. Un détail apparemment insignifiant pouvait être déformé et prendre de l'ampleur dans les médias. Un voisin qui rapportait une dispute entre Luc et un collègue était immédiatement transformé en piste cruciale. Une ex-petite amie qui mentionnait des désaccords devenait suspecte d'un crime passionnel. La pression de l'opinion publique, amplifiée par les journaux et les émissions de télévision, exigeait des réponses rapides, même lorsque l'enquête n'en était qu'à ses débuts. Pour les enquêteurs, cette situation était délicate. D'une part, ils devaient rester objectifs, suivre des preuves concrètes et respecter les protocoles de la police scientifique. D'autre part, ils ne pouvaient ignorer l'impact que les rumeurs et les fausses théories avaient sur la perception du public et, surtout, sur la famille de la victime. Chaque fausse nouvelle, chaque insinuation sans fondement augmentait la pression sur eux et transformait le processus de recherche de la vérité en une course contre la montre et contre la désinformation. Certains experts invités par les médias tentaient d'analyser l'affaire en se basant sur le profil de l'assassin et la nature du crime. Ils soutenaient que le démembrement indiquait du sang-froid et de la planification, possiblement de la part de quelqu'un qui connaissait intimement la victime. D'autres suggéraient des motifs financiers, d'autres encore spéculaient sur des relations mal résolues. Mais la multiplicité des interprétations rendait impossible pour le grand public de distinguer quelles étaient les hypothèses viables de celles qui n'étaient que pure conjecture. Pendant ce temps, la police continuait de suivre des pistes concrètes, des traces d'ADN, les outils utilisés pour le crime, les registres de déplacement et les témoignages des proches de Luc. Chaque nouvelle découverte devait être analysée, confrontée et confirmée, un processus lent qui contrastait avec la vitesse des gros titres à sensation. Cette différence de rythme augmentait la frustration de l'équipe qui voyait les rumeurs se transformer en théories officielles aux yeux du public avant même toute confirmation. Pour la famille de Luc, la situation était étouffante. En plus de la douleur de perdre un être cher, ils devaient faire face à des accusations implicites et à des jugements moraux de la part d'inconnus. La mémoire de Luc était constamment contestée. Ses actions et ses relations étaient remises en question sans discernement. Cet effet psychologique aggravait encore leur souffrance, faisant de chaque jour une bataille pour protéger sa dignité, même après sa mort. La ligne entre vérité et spéculation restait donc ténue. Chaque nouvelle information, chaque détail analysé hors contexte, alimentait le mystère entourant l'affaire, rendant plus difficile pour les enquêteurs et les proches de séparer ce qui s'était réellement passé de ce qui n'était que le fruit de l'imagination collective. Au milieu de ce tourbillon, une certitude demeurait. Tant qu'il n'y aurait pas de preuves concrètes reliant quelqu'un au meurtre de Luc Lahaye, le crime resterait enveloppé d'ombres, de rumeurs et de questions sans réponse. Maintenant, tout Bruxelles en haleine et la famille dans une souffrance continue. Le tournant de l'enquête. Après des semaines de collecte intensive d'informations, d'analyse de témoignages et de confrontation avec les rumeurs, l'enquête sur le meurtre de Luc Lahaye commença enfin à montrer des signes de progrès. Jusque-là, les enquêteurs jonglaient avec des hypothèses et des théories, souvent divergentes, mais maintenant des preuves concrètes émergeaient qui pourraient mener à un coupable. La tension qui pesait sur Bruxelles commença à se transformer en une lueur d'espoir que la vérité éclaterait. Le premier indice solide apparut au sein même de la résidence de Luc. Les experts trouvèrent des traces de sang qui ne correspondaient à aucun accident domestique. De plus, des outils et des objets qui auraient pu être utilisés pour le démembrement du corps furent localisés. Ces éléments, combinés à un schéma de nettoyage apparemment calculé, indiquaient que le crime n'avait pas été un acte impulsif. Quelqu'un avait planifié chaque détail, depuis le moment de l'exécution jusqu'à la manière de dissimuler les restes. Parallèlement, les dépositions commencèrent à révéler d'importantes contradictions. Des personnes proches de Luc
qui semblaient auparavant n'être que des personnages secondaires dans l'enquête, fournirent des informations qui ne coïncidaient pas avec les versions initiales. De petits détails, comme des heures de rendez-vous divergentes et des récits incohérents sur des activités récentes, commencèrent à former un schéma qui pointait vers quelqu'un de l'entourage intime de la victime. Cette perception changea la dynamique de l'enquête. Il ne s'agissait plus de chercher parmi des inconnus ou des suspects aléatoires, mais de se concentrer sur ceux qui côtoyaient Luc dans sa vie quotidienne. En croisant les relevés téléphoniques, les mouvements financiers et les témoignages, les enquêteurs remarquèrent une coïncidence troublante. Certains contacts et transactions coïncidaient exactement avec les jours précédant la disparition. De petites omissions et des altérations dans les horaires et les récits commencèrent à soulever de forts soupçons sur une personne proche de Luc, quelqu'un qui avait accès à sa routine et aux endroits où il pouvait être vulnérable. La logique était claire. Pour commettre un crime aussi brutal et gérer la logistique du transport des restes, l'assassin devait connaître intimement la victime. Un autre point critique fut le traçage d'objets et de véhicules. La police réussit à identifier que les sacs poubelles, bien qu'abandonnés dans le parc rouge cloître, avaient été transportés dans un véhicule spécifique à des heures compatibles avec la disparition de Luc. Cette découverte permit de réduire considérablement le cercle des suspects en désignant ceux qui avaient accès à ce type de ressources et aux connaissances nécessaires pour commettre le crime sans être vus. Avec ces éléments, l'enquête commença enfin à sortir de la sphère des hypothèses pour entrer dans le champ des preuves. Le puzzle qui semblait impossible à assembler commença à prendre forme, pièce par pièce. En même temps, le public et les médias réalisèrent que les rumeurs et les théories fantaisistes, bien qu'elles continuent de circuler, ne remplaçaient pas les faits concrets rassemblés par la police. Pour la famille de Luc, ce tournant apporta des sentiments ambivalents. Il y avait le soulagement de voir que l'enquête avançait, mais aussi la peur et l'anxiété de savoir qui pourrait être le responsable. Enfin, la possibilité de justice émergeait, mais avec elle venait la douleur inévitable de faire face à la réalité. Le coupable ne se trouvait pas parmi des étrangers, mais parmi ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient proches de Luc de son vivant. L'affaire, qui jusqu'alors semblait perdue dans les spéculations et les rumeurs, entrait dans une nouvelle phase. Le tournant de l'enquête ne réduisait pas seulement le cercle des suspects, mais augmentait aussi la certitude que la justice pourrait enfin se rapprocher de la vérité. Chaque détail, chaque preuve recueillie, rapprochait Bruxelles du moment où l'assassin de Luc Lahaye serait enfin identifié et tenu pour responsable. La confrontation et l'arrestation. Avec l'enquête qui progressait et des preuves de plus en plus concrètes, la police concentra finalement ses efforts sur le principal suspect, quelqu'un qui avait accès à la vie de Luc Lahaye et des motifs cachés pour commettre le crime. L'atmosphère au commissariat était tendue. Chaque pas devait être calculé pour ne pas alerter le suspect et pour s'assurer que les preuves soient irréfutables. Les enquêteurs commencèrent à élaborer un plan d'approche. Les dépositions contradictoires, les registres de déplacement et les traces trouvées au domicile de la victime formaient un tableau cohérent. Une personne proche avait planifié et exécuté le crime avec sang-froid. Lorsque le suspect fut convoqué pour fournir des éclaircissements, la police était prête avec toutes les preuves organisées. Chaque détail, chaque incohérence dans les récits serait confronté de manière précise, sans marge de manipulation. L'interrogatoire commença par des questions neutres, cherchant des réponses spontanées. Mais rapidement, les enquêteurs confrontèrent le suspect à des preuves concrètes, des traces de sang, des horaires incompatibles, des appels et des messages qui ne correspondèrent pas aux versions fournies. La pression augmenta et peu à peu, la façade commença à s'effriter. De petits signes de nervosité, des hésitations et des contradictions apparurent, révélant des fissures dans sa défense. Après des heures de tension face à la force des preuves et à la logique irréfutable de l'enquête, le suspect finit par avouer partiellement. Le crime, qui semblait impossible à élucider, avait maintenant un visage. L'arrestation fut effectuée discrètement, en évitant le tapage, mais le sentiment de soulagement au commissariat était palpable. La ville, qui avait été envahie par la peur et la spéculation, commençait enfin à entrevoir la justice. L'arrestation n'effaçait cependant pas le traumatisme de la famille. Chaque détail révélé pendant les interrogatoires était une nouvelle facette de l'horreur, mais il y avait aussi la certitude qu'après des mois de tension, les responsables seraient tenus pour compte et la mémoire de Luc pourrait enfin être protégée de l'ombre du mystère et de la spéculation publique. Le procès et la sentence des mois
s'était écoulé depuis l'arrestation du principal suspect, et la ville de Bruxelles attendait avec impatience le déroulement du procès. L'affaire Luc Lahaye, qui avait si longtemps été marquée par des spéculations, des rumeurs et du mystère, arrivait maintenant à l'étape où la justice formelle serait appliquée. Pour la famille, chaque jour d'attente était un mélange d'anxiété et d'espoir. Ils voulaient voir la vérité reconnue, mais craignaient de revivre le traumatisme à chaque audience. Le tribunal, choisi pour accueillir l'attention médiatique et la complexité de l'affaire, était constamment sous les feux des projecteurs. Journalistes et caméras transmettaient les détails, tandis que le public se partageait entre le choc, l'indignation et la curiosité. Les avocats de la défense et de l'accusation se préparaient avec soin. Du côté de l'accusation, la tâche était claire, démontrer, avec des preuves concrètes et des témoignages irréfutables, que l'accusé avait planifié et exécuté le meurtre de Luc avec préméditation et cruauté. Le premier jour des audiences, le récit du crime commença à être reconstitué en détail. Le ministère public présenta les preuves recueillies par la police, registres de déplacement, dépositions contradictoires, traces d'ADN et objets reliant directement l'accusé à la scène du crime. Chaque détail était décrit avec précision, renforçant la froideur de l'acte et la logistique soigneusement planifiée pour dissimuler le corps. Pour les personnes présentes, l'image du crime devenait plus concrète et troublante à chaque présentation. La défense, de son côté, tenta de saper la crédibilité de certaines preuves et de contester les témoignages. Elle allégua que certaines preuves pouvaient être interprétées différemment ou que les récits des témoins n'étaient pas fiables. Cependant, la force de l'enquête et la cohérence des preuves rendirent l'argument de la défense fragile. La juge, attentive à chaque détail, cherchait à séparer l'émotion des faits, garantissant que le procès reste équilibré et impartial. Au fil des semaines, de nouveaux témoignages furent entendus. Voisins, collègues de travail et membres de la famille détaillèrent les derniers jours de Luc, ses habitudes et ses interactions avec l'accusé. Chaque récit construisait un portrait plus clair de la victime et de la motivation du criminel. Il devenait évident que le meurtre n'avait pas été impulsif, mais le fruit de la rancœur, de la planification et du sang-froid, ce qui impacta profondément la perception du tribunal et de la société. Quand vint le moment de la sentence, l'atmosphère dans la salle d'audience était d'une tension absolue. La juge, d'une voix ferme, lut la décision. L'accusé fut déclaré coupable de meurtre avec préméditation et pour la manière cruelle dont le crime avait été commis. La peine infligée reflétait la gravité de l'acte, garantissant que la justice, même tardive, soit rendue. Pour la famille de Luc Lahaye, le verdict apporta un soulagement partiel. La douleur de la perte resterait à jamais, mais la certitude que la justice avait été faite offrait un certain réconfort. La mémoire de Luc pouvait enfin être protégée du poids de l'impunité et des spéculations publiques. L'affaire, qui avait si longtemps tenu Bruxelles en haleine, arrivait à son dénouement. La vérité avait été révélée et la justice accomplie. L'héritage de Luc Lahaye. Le verdict et la sentence étant prononcés, la ville de Bruxelles commença à retrouver son calme, mais l'impact de l'affaire Luc Lahaye continuait de se faire sentir. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime isolé, mais d'un événement qui avait marqué la société, les médias et surtout la famille qui portait encore la douleur de la perte. La brutalité du meurtre et la complexité de l'enquête laissèrent des leçons durables, qui transformeraient la mémoire de Luc en un héritage silencieux mais puissant. La famille, peu à peu, trouva des moyens de gérer le traumatisme. Ils créèrent des moments de souvenirs privés, loin des regards curieux de la presse, où ils pouvaient parler de Luc tel qu'il était vraiment. Un homme tranquille, généreux et réservé, qui aimait les petites joies du quotidien. Symboliquement, les vieux souvenirs, comme des photos d'enfance et des portraits de moments de loisirs, devinrent des symboles de résistance contre le récit déformé qui avait circulé dans les mois précédant le procès. Maintenir en vie le véritable souvenir de Luc devint, pour eux, une forme de justice émotionnelle. Dans la société, l'affaire eut également des effets durables. La brutalité et la couverture médiatique suscitèrent des débats sur la sécurité publique, la violence urbaine et la manière dont les crimes sont traités par les médias. Des experts en criminologie discutèrent ouvertement de la façon dont la couverture sensationnaliste peut entraver les enquêtes et affecter les familles. Des conférences, des séminaires et même des débats dans les écoles furent organisés sur la manière de gérer la violence, la peur et la responsabilité des médias. Luc, même sans avoir été le protagoniste de ses choix, devint un symbole de réflexion sur l'impact des crimes brutaux sur la communauté. De plus,
L'enquête qui mena à l'arrestation et à la condamnation de l'assassin de Luc servit d'exemple de la valeur du travail méticuleux de la police. L'affaire démontra que, même face à un crime entouré de mystères, de rumeurs et de spéculations, la persévérance dans la collecte de preuves, l'analyse rigoureuse des témoignages et la vérification de chaque détail peuvent mener à la justice. Cet apprentissage fut intégré dans les formations et les protocoles policiers, renforçant l'importance de la patience et de la précision dans les enquêtes complexes. Pour la famille, le sentiment était ambivalent. Il y avait du soulagement et une certaine mesure de paix, mais aussi la conscience que rien ne pourrait effacer le souvenir de la douleur. Chaque étape de l'enquête, chaque révélation au procès, rouvrait des souvenirs et des sentiments refoulés. Cependant, la certitude que le coupable avait été tenu pour responsable aidait à reconstruire peu à peu un sentiment de sécurité et de justice. L'héritage de Luc LaHaye se consolida donc sur plusieurs plans. Pour la famille, le souvenir de qui il était vraiment; pour la société, un avertissement sur la violence et les effets des médias; et pour les autorités, un exemple de la manière dont des enquêtes minutieuses peuvent transformer des tragédies en justice. Bien que la perte soit irréparable, l'histoire de Luc reste vivante, non seulement comme une affaire d'horreur, mais comme un rappel de l'importance de la mémoire, de la vérité et de la persévérance face à l'adversité. La ville de Bruxelles apprit, même si c'était de manière douloureuse, que chaque vie a de la valeur et que la justice, lorsqu'elle est appliquée avec rigueur, peut apporter un certain soulagement, même face à des crimes aussi choquants et brutaux. Le nom de Luc LaHaye, bien que marqué par la tragédie, en vint à symboliser aussi le courage, la mémoire et la quête inlassable de la vérité.